rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, une émission qui a mis du temps à se faire, à concrétiser, et comme d'habitude, c'est de ma faute, et c'est pour ça que je profite de ce faux direct, même s'ils le savent, pour bien évidemment présenter à mes invités mes excuses et remercier leur grande patience et compréhension. Rémi Besson et Emmanuel Levine, elles sont là pour nous parler d'un livre qu'ils ont dirigé, un livre qui est édité chez Presse Universitaire de Rennes. Je le montre, voici. Le titre est très simple et en même temps très compliqué. Shoah, après Lanzmann, Claude Lanzmann, le réalisateur, l'auteur de Shoah, et comme sous-titre, archives, témoignages, réception au pluriel. Et donc, c'est dirigé par Rémi Besson et Emmanuel Levine. Alors, je rappelle aussi, bien évidemment, que comme à l'accoutumée, que je reçois des auteurs et autrices de cinéma, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de vous procurer le livre. Première question que je pose à mes invités, que banale, mais sait-on jamais. Comment allez-vous? Tout va bien. Très très bien, Eh merci. ben, ça me fait plaisir. Alors, d'emblée, je voudrais juste savoir, vraiment pour introduire cette conversation, quelle est la vraie question qui vous a mis au travail? À savoir, est-ce que c'est comprendre ce que devient Shoah après la mort de Claude Lanzmann, ou comprendre ce que la mort de Lanzmann peut changer dans notre manière de voir ce film? C'est une très bonne question pour commencer. En fait, toute l'histoire a commencé, et c'est pour ça qu'il me dit de répondre à moi. Toute l'histoire a commencé quand Lanzmann est mort et que je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens de ma génération ne connaissaient pas forcément Shoah, ne connaissaient pas forcément Lanzmann. Euh, Et donc, les questions qui me sont venues sont pourquoi, mais aussi comment montrer Shoah aujourd'hui, maintenant, euh, comment faire connaître l'œuvre de Lanzmann. Est-ce qu'il s'agit juste de montrer le film? Est-ce qu'il faut un discours qui accompagne? Est-ce qu'il faut une analyse qui accompagne? C'est là que mon chemin a rencontré celui de Rémi qui travaillait, il le dira peut-être plus que moi, mais qui travaillait depuis une dizaine, quinzaine d'années sur Shoah, en ayant fait sa thèse sur Shoah, sur la conception de Shoah et la réception de Shoah. Ben, on s'est dit, voilà, on a commencé en 2020, ça nous a pris 5 ans, donc voilà, pas trop long. Mais en 5 ans, on a voulu surtout répondre à la question qu'est-ce que la mort de Lanzmann fait à notre manière de voir et de comprendre le film Shoah? Ouais, c'était essentiellement ça. Petite question qui nous a guidés. En plus de la biographie, est-ce que c'est aussi une question qui peut être historique, esthétique, voire même politique, cette question-là? Oui, en gros, cette question-là, on peut l'entendre de plein de manières différentes. C'est un peu mon seul apport dans le livre, peut-être. C'est vu que je suis philosophe de formation, c'est voilà, l'art de poser les questions. C'était non seul, c'était si on sait que le réalisateur est mort, est-ce que ça change quelque chose de voir cet homme qu'on voit à l'écran pendant plus de 9 heures, s'entretenir avec des victimes, des bourreaux, des témoins, notamment polonais, incarner vraiment, cette recherche, cette enquête, dans des dispositifs filmiques, parfois très complexes, recueillir une parole qui est parfois totalement déchirante, nous servir en d'autres termes d'intermédiaire en quelque sorte. Savoir qu'en fait, lui n'est plus, est-ce que ça rajoute de la distance? Est-ce que ça nous dit: «Bon, bah, en fait, ce passé qui, quand il filmait, voilà, datait d'il y a 30 ans, en fait, est vraiment totalement, révolu, totalement lointain, on n'y a plus accès?» Ou au contraire, est-ce que en fait, ça parachève pas la démarche de Lanzmann qui était, incarner quelque chose de totalement détruit, il y a plus du tout de traces, voilà, c'est l'extermination,
c'est pas le système concentrationnaire, c'est les centres de mise à mort, donc c'est l'extermination. Il y a plus de traces. Et ben là, comment rendre présent cette absence béante, ce genre de questionnement-là, en fait, prenait encore une autre épaisseur avec la mort de Lanzmann. Et puis après, vous le dites très bien, Lanzmann, c'était aussi un intellectuel, une figure publique qui a pris des positions sur l'esthétique, qu'est-ce que c'est une bonne représentation en cinéma, etc. Mais aussi des prises de position politiques sur qu'est-ce que c'est la lutte contre l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est une mémoire de la Shoah, qu'est-ce que c'est un rapport à Israël, toutes ces questions-là. La mort de Lanzmann, forcément, peut-être change un peu. C'était une des questions, on ne savait pas en fait. Est-ce que ça allait changer des choses? A priori, oui, puisqu'il est plus là pour porter cette parole publique. Mais il y a des relais, des gens qui continuent à soutenir ces positions et à les rappeler, esthétiques et politiques. Oui, c'est ça. Si je peux peut-être compléter là pour faire le duo entre le philosophe et l'historien, c'est vrai que cette question, elle se pose aussi aux historiens sous la question de la sortie de l'histoire du temps présent. Donc, ce qu'on voit avec le génocide des Juifs d'Europe, c'est la mort des principaux acteurs, actrices de ce phénomène historique, et qui est comme redoublé par la mort maintenant des principales, ou d'un certain nombre des membres de l'équipe du film, et dont notamment Lanzmann. Et donc cette sortie de l'histoire du temps présent à deux niveaux maintenant, elle nous semblait effectivement aussi assez importante à questionner. Est-ce qu'il n'y aurait pas un côté protéger cette œuvre dans le sens faire en sorte de le préserver de le film, de le préserver de l'oubli? Oui, c'est un risque en fait que le décès de Lanzmann en fait corresponde à un oubli de son œuvre, parce qu'on sait que dans l'espace public français principalement, c'est lui qui a beaucoup agi, pris la parole, continué d'accompagner sur plus de 40 ans son film, refait d'autres films à partir des rushs, donc des tournages qu'il avait menés pour Shoah. Donc effectivement, le maintien du film dans l'actualité et dans l'espace public, au-delà du cercle des spécialistes, des universitaires, on le devait largement à Lanzmann. Et donc c'est vrai que c'est ce que disait Emmanuel, on se posait cette question des relais possibles, et donc il y a des personnes qui continuent à agir d'un point de vue mémoriel, esthétique, politique, pour faire circuler Shoah, avec des positions qui sont différentes, qui peuvent être débattues. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même à la fois d'une moins grande intensité et d'une moins grande prégnance de ces débats dans l'espace public, et en même temps du fait que Shoah continue quand même d'exister et qu'il est loin d'être oublié. Et il s'agissait, pour nous en tout cas, pas forcément de préserver ou de protéger l'œuvre en en faisant un totem ou voilà, quelque chose. Ouais. euh, Sacralisation. Voilà, Mm. un monument, on parle beaucoup d'œuvres monuments ou d'œuvres monumentales. Il ne s'agissait pas de monumentaliser davantage Shoah, il s'agissait de rendre le film accessible plutôt. Donc voilà, dans le sens inverse, quoi. De le ramener vers nous. Et de le ramener vers nous, on va en parler de différentes manières, avec différentes stratégies. Euh, pour voilà, peut-être la meilleure manière de protéger le film, c'est de le rendre vivant et de le rendre visible, visionnable. Et il ne s'agit pas seulement de mettre des gens dans une pièce pendant 9h30 et de les faire regarder Shoah, mais il y a un certain nombre de savoirs qui peuvent stimuler la curiosité, éveiller la curiosité, accompagner, prolonger la réflexion, et voilà, aller voir d'autres films de Lanzmann ou d'autres réalisateurs RIS, ça nous semblait important de travailler là-dessus.
Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée aussi d'une forme de complexification des récits qui portent sur Shoah, qui était une des hypothèses parmi d'autres qu'on avait pour cet après Lanzmann, et effectivement qui nous a guidés dans une volonté d'aller tendre notre micro aux personnes qui avaient, à d'autres personnes qui avaient participé au processus de réalisation du film. Donc, à la fois du côté du montage avec Ziva Postek, avec qui il y avait déjà eu des premières discussions, des premières prises de parole qui avaient été effectuées. Francine Kaufmann, qui était qui est une traductrice qui avait aussi déjà pris la parole, et puis d'autres qui ont livré des récits qui étaient moins connus. J'ai l'impression que l'un des grands enjeux, là, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut faire une transition. J'ai l'impression que l'un des grands enjeux de ce projet, de cette entreprise, en l'occurrence, c'est de casser cette équation assez légendaire et très simple. Shoah est égal Claude Lanzmann seul. Mhm. Oui, Ouais, exactement. Mais faisant ça, on ne cherche pas à diminuer le rôle et l'importance de Lanzmann, dont et nous et les personnes avec qui on s'est entretenu s'accordent sur le rôle essentiel dans l'ensemble du projet, que ce soit le lancement de la réalisation de Shoah et le maintien de ce processus de réalisation entre 73 et 85. Et en même temps, on se rend compte effectivement qu'à chaque étape du processus de réalisation, comme dans tout film documentaire, tout film de manière plus générale, il a des interlocuteurs, des interlocutrices, des personnes avec qui il travaille, aussi bien des chefs opérateurs que des personnes, un ingénieur du son, que des recherchistes, que des assistantes, qu'une monteuse avec ses assistantes, etc., etc. Et donc effectivement, dans ce processus de complexification, il y a aussi cette idée de donner à entendre en fait quelque chose de plurivocal, voilà, plusieurs voix, plusieurs points de vue complémentaires qui viennent voilà redéplier un peu différemment notre compréhension de Shoah. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment l'idée d'ajouter et pas de retrancher. C'est-à-dire, on va pas retrancher quelque chose à Lanzmann, on va ajouter, d'autres voies, d'autres techniques, d'autres, histoires personnelles qui se sont mêlées pour faire Shoah. Quitte à, en fait, à aussi à découvrir d'autres aspects du travail de Lanzmann. Ça veut dire que si on pense que Lanzmann, je pense que personne ne pense sérieusement que Lanzmann a fait tout seul, Oui. voilà. Mais bon, dans cet imaginaire, non, mais vous avez raison, il y a cet imaginaire-là qui vraiment qui persiste. Bah, si on se dit: «Ah oui, mais il y avait d'autres gens, il y avait un chef op, il y avait une assistante chef op, il y avait, le son, il y avait» voilà. Bah, peut-être qu'on voit plus Lanzmann comme, chef d'orchestre, comme quelqu'un qui va diriger une équipe, comme quelqu'un qui va diriger, l'image et le son d'une certaine manière. Donc on rajoute en fait des épaisseurs de sens, des couches de sens comme ça. Et il y a aussi le côté, c'est enfin le de se rajouter, ces personnes-là, heu, permet, je pense, en fait, de s'approcher de ce qu'a été le film en train de se faire. Donc c'était aussi c'est cette idée-là de complexifier notre compréhension du film, c'était, en faire un film comme les autres. C'est-à-dire en partant de cette hypothèse-là, regardons comment un film est fait et regardons comment a été fait Shoah. Et en fait, ça nous donne 2 choses. Ça nous rapproche de la réalité, de la réalisation du film, c'est-à-dire, pas à pas, avec tous les gens qui ont participé, et ça nous dit à quel point c'est un film extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que dans l'entreprise même d'essayer de le désacraliser, de le rendre comme un film ordinaire, on se rend compte à quel point c'est complètement, enfin, en termes de durée de réalisation, depuis les premières recherches jusqu'à la fin du montage, en termes de pellicule, en termes de nombre de personnes impliquées, en fait, on se rend compte des efforts, immenses, considérables, qui ont été demandés pour faire ce film. Donc c'est aussi ça qu'on a redécouvert. Oui, et puis peut-être on a aussi beaucoup insisté jusqu'à maintenant sur les entretiens qu'on a menés, donc ils se retrouvent dans le livre, mais je pense que c'est aussi important de dire qu'au-delà de
petite introduction, on ouvre le livre aussi sur un texte de Leslie Swift et Lindsay Zarwell, donc, qui sont deux des archivistes qui ont travaillé au musée mémorial de l'Holocauste à Washington pendant des années sur la conservation, restauration des rushs de Shoah. Et donc, ce livre, il se trouve aussi à la jonction entre ce que les mémoires vives des personnes qui ont participé au processus de réalisation peuvent apporter, aussi dans leurs contradictions. Donc, c'est-à-dire qu'on met dans le même livre des gens qui expriment des points de vue qui sont parfois différents, et on les traite avec le même tact, la même attention, et à la jonction avec les archives. Donc, ce qui fait depuis une vingtaine d'années maintenant le renouveau ou le renouvellement des études sur Shoah, c'est cette possibilité d'avoir accès à tout ce qui a été tourné. Donc, entre 1975 pour les premiers essais de tournage, puis c'est surtout 1978-79 pour Shoah, donc autour de 220 heures de rush, et qui sont ensuite appropriés par toute une génération, on va dire, de jeunes chercheuses, entre guillemets, qui vont après développer des perspectives différentes sur, que ce soit en histoire du cinéma, études du genre, études de la musique, études des dispositifs filmiques, mais adossées au fait qu'on a à la fois accès aux films et à ces archives. Et donc, on rajoute maintenant et à ces paroles plurielles des acteurs, actrices du processus de réalisation. Alors, je suis content que vous ayez évoqué ce premier texte qui s'intitule Au cœur des archives. Ça va me permettre aussi, pour le coup, d'être précis et complet sur la structure de votre livre. Donc, je vais me permettre de lire, d'énumérer en tout cas les textes qui se trouvent dans ce livre. Et ensuite, j'aurai une question en ce sens. Alors, donc, il y a la première partie archives. Donc, Au cœur des archives, une histoire de la Claude Lanzmann Shoah collection à l'USHMM. Donc, c'est un texte que vous avez traduit, donc, comme vous l'avez très bien dit, de Lindsay Zarwell et Leslie Swift. Ensuite, les non-lieux de la mémoire, Inge Deutschkron et Claude Lanzmann à Berlin, j'ai Jennifer Cazenave. Les dispositifs filmiques du témoignage dans Shoah, une typologie, Martin Goutte. Ophir Lévy s'est occupé d'un texte qui s'intitule Écho de Shoah, postérité et musicalité de l'œuvre de Claude Lanzmann. Vous, Rémi Besson, vous avez travaillé sur recontextualiser les rushs de Shoah, la prise de parole de John Pale dans les États-Unis face à l'Holocauste. C'était en 2022. Ensuite, il y a les témoignages. Entretien donc avec l'un des directeurs de la photographie, Jimmy Glasberg, l'entretien avec l'ingénieur du son, Bernard Aubuy, l'entretien avec l'assistante opératrice, Caroline Champetier, l'entretien avec l'une des traductrices-interprètes, Francine Kaufmann, et l'entretien avec la monteuse, Ziva Postek. Ensuite, il y a la réception au pluriel. D'abord, Dominique Lacapra qui s'interroge sur Shoah de Lanzmann, ici, il n'y a pas de pourquoi. Claude Lanzmann et le cercle de flammes, Gary Weisman. Catherine Herberd travaille sur la monteuse derrière le film. Étudier Shoah au lycée, pratique, retour, piste, Tristan Rando. Ça me renvoie à une émission, je crois, sur la chaîne suisse où Lanzmann était invité pour parler de ça. Et il avait un groupe de lycéens qui ne savaient pas ce que c'était que la Shoah. Monter, et ça, je crois que c'est fin 80, début 90. Je ne suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. Monter sur scène Un vivant qui passe avec Véronique Timsit. Quel est le rapport de Lanzmann avec le cinéma avant qu'il travaille sur Shoah? Je peux peut-être, oui, c'est ça, donner quelques pistes. Donc, il faut savoir que Lanzmann avait déjà réalisé Ouais. un film, voilà, qui est pourquoi Israël, donc qui date de 1973. Et donc, il avait déjà ce désir avant la réalisation de Shoah de réaliser des films documentaires. Et avant, il avait eu des premières expériences à la télévision, donc où il avait déjà pu expérimenter à la fois dans des émissions de plateau son savoir-faire de meneur d'entretien. Discuter parfois.
Je me Oui, souviens d'un entretien avec Delphine Seyrig. Aujourd'hui, ça passe plus, hein, ce non, genre de. c'est ça, ça serait. Mais ça nous renvoie avec beaucoup, beaucoup de distance, je le dis avec beaucoup de distance, à la scène du coiffeur dans Shoah. Donc les choses, on comprend certaines choses en tout cas. Oui, exactement. Et il avait déjà aussi mené des tournages en dehors des plateaux télévisés et avec une forme de frustration, hein, c'est ce qu'il l'exprimait par rapport à la possibilité, à la non-maîtrise du montage et donc de la forme finale de ses productions. Et d'où sa volonté de faire pourquoi Israël. Puis après, donc Shoah, ça a plus été au départ une commande dans laquelle après il s'est investi sur le long terme. Euh, et après, voilà, je pense qu'on peut dire qu'à l'époque, Lanzmann n'était pas forcément un cinéphile. Hein, c'est pas forcément par ce côté-là qu'il entre dans le cinéma. C'était plus voilà, un philosophe, quelqu'un d'engagé politiquement et quelqu'un aussi plus qui se situait plus du côté de l'écrit à l'origine. Et sa Oui. cinéphilie, en fait, s'est développée plus presque a posteriori par rapport à la réalisation de choix. Oui, Rémi a presque tout dit. Je dirais que c'était un journaliste, un auteur, un philosophe, en tout cas de formation, qui avait voilà, plutôt une expérience de la revue avec les temps modernes, bon, d'être avec Sartre et Beauvoir, donc qui avaient eux-mêmes une certaine relation au cinéma, mais en tout cas qui n'étaient pas du tout, comme tu l'as dit Rémi, cinéphile. C'est plutôt vers la fin de sa vie avec son assistante Laura Couple où Laura nous disait qu'ils avaient beaucoup vu de films très différents et que en fait c'est assez tard qu'il a construit sa culture cinématographique, cinéphile. Euh, on s'en rend compte et on s'en est rendu compte aussi avec les témoignages de l'équipe de tournage, voilà, avec cette frustration au niveau technique. euh, Bon, il nous le disait différemment, euh, son ignorance, sa relative ignorance, parfois totalement revendiquée, en disant oh, ben, j'ai pas besoin de savoir comment ça marche, et parfois, voilà, il disait bon, faites ça, et en fait, on se rendait compte que ça n'avait pas de sens, voilà. Mais c'est pas en tant que grand réalisateur ou grand cinéphile qu'il s'est lancé dans Shoah. Et c'est pas comme ça qu'il a réussi à le faire, quoi. Donc il y a même certaines personnes, certains avis tranchés qui disent mais c'est uniquement comme ça qu'il a réussi à le faire. C'est-à-dire s'il avait eu un savoir cinématographique plus voilà plus riche, peut-être que il aurait fait différemment et par exemple peut-être que Ziva Postek, la monteuse, aurait pas eu aussi certaines libertés, certains choix disponibles en prenant une place plus importante s'il y avait eu un réalisateur qui avait des a priori sur le montage plus forts, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, cette relation Ouais. Oui, contrastée. oui, peut-être tout en rajoutant que il a quand même écrit, il avait quand même toute une réflexion aussi sur des enjeux de représentation. Donc, Hmm. dès 79, hein, ce texte critique qu'il écrit sur Holocauste, donc la série télévisée de Marvin Chomsky, dans lequel et donc lui, il est dans le processus de réalisation de Shoah et il se positionne très clairement sur un refus de transformer le génocide des Juifs en spectacle, sur un rapport à la représentation fictionnelle, donc avec acteurs qui est pas forcément quelque chose qu'il refuse en bloc à ce moment-là, mais dont il identifie un certain nombre de problèmes. Puis cette idée donc du cercle de flammes, donc la question de l'impossibilité de la représentation de l'intérieur de la chambre à gaz en fonctionnement, qui répétera à plusieurs reprises, y compris au moment de la sortie de la liste de Schindler, donc de Spielberg. Euh, ces enjeux-là, Qu'il a plus ou moins aimé. C'est une légende urbaine quand il dit, quand on croit qu'il l'a pas aimé. C'est pas vrai. C'est plutôt le sadisme. Il disait qu'il n'y avait pas de sadisme chez les nazis.
c'était autre chose, en quelque Ouais. sorte. Mais il n'a pas détesté, il n'a pas jeté. Moi, j'ai toujours cru pendant très longtemps qu'il. Mais j'ai écouté une émission dans laquelle il participait à la radio, je ne sais plus. Et voilà, bon, je referme la parenthèse. Non, mais c'est Parce que vrai que vous souvent, savez mieux que moi, vous avez travaillé dessus. Donc, non, non, c'est ça, mais c'est vrai que souvent, ces positions, parce que des fois exprimées de manière assez dure, ont aussi été, à a juste titre, posteriori, parfois. parfois caricaturées voilà, ou Oui, durcies dans la compréhension qu'on en a, y compris, c'est pour ça, sur la fiction, voilà, et j'ai bien fait attention à dire qu'il n'y a pas de refus de la fiction chez Lanzmann, oui, oui, bien sûr. il n'y a pas de refus de la fable non plus, c'est plus subtil que ça, et en même temps parfois plus dur, plus cassant, parce qu'il y a certains points sur lesquels, parce qu'en fait il s'était confronté à ces questions-là dans le processus de réalisation de Shoah et que lui avait trouvé des réponses ou des impossibilités, il avait du mal avec le fait que certains réalisateurs ou certaines réalisatrices passaient outre ces limites que lui-même avait rencontrées, et donc ce qui faisait parfois réagir très fortement. Alors pourquoi je vous posais cette question par rapport, non pas par rapport à la cinéphilie de Lanzmann, mais par rapport au rapport qu'il pouvait entretenir avec le cinéma, parce que vous montrez bien que Shoah, dans le livre, ça n'est pas une narration linéaire, ça n'est pas un documentaire qui serait illustré par des archives, donc c'est pas un reportage en quelque sorte, c'est pas un film qui serait guidé par une voix off, et c'est pour ça que très souvent on a associé ce film à lui seul parce il est là, il est pratiquement de tous les plans, il se met même en danger en quelque sorte. Et donc, est-ce que la singularité de ce film, est-ce que ça tient d'abord par rapport à son sujet ou par rapport à sa forme? Et pourquoi je vous pose aussi cette question? Sur l'expérience du premier visionnage. Au début de l'émission, vous me disiez, il y a des stratégies à mettre en œuvre pour essayer de donner, comment dire, un espace plutôt simple, clair et concis pour qu'on puisse entrer dans cette œuvre. Et c'est pour ça que je me pose cette question de l'expérience du premier visionnage, à savoir que qu'est-ce qui bouleverse le plus? C'est la durée, c'est la parole des témoins, c'est l'absence d'archives. Voilà, c'est tout un truc par rapport à ce premier visionnage et en fait par rapport à la singularité du film. Et donc les stratégies pour le coup. Bah, de mon côté, je dirais que c'est pas forcément enfin, il y a les 2. Il y a le sujet, c'est-à-dire que, il y a très, 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 très tôt des films sur la Shoah, ce qu'on appellera en France, à partir de Shoah, la Shoah. En Europe de l'Est, voilà, quasiment 45-46, enfin voilà, il y a des spécialistes de ces cinémas-là, notamment polonais, mais qui interrogent rescapés, qui interrogent des témoins pour certains, enfin voilà, et donc il y a un cinéma qui se développe. Je zappe tout ça, peut-être que Rémi en parlera mieux que moi, mais il y avait eu très peu de choses. Bon, et en France, on a des jalons, Nuit et brouillard, et cetera, mais très peu de choses sur vraiment l'expérience de l'extermination, sur le système de l'extermination. Donc ça, c'est, disons, le thème, l'inédit du thème que Lanzmann a trouvé en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, il l'avait pas dès le début. Heu, il y a une très belle exposition, audio, uniquement audio, au Mémorial de la Shoah actuellement, sur les entretiens, menés par Lanzmann, les entretiens préparatoires, donc 73-75, hem, avec les futurs témoins du film, enfin les futures, Mmh. victimes qui seront témoins dans le film, notamment, et où en fait, c'est très «marrant» entre guillemets, mais Oui. les victimes lui demandent: «Mais de quoi parle votre film? Enfin, c'est quoi ce film?» Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de ces entretiens, Lanzmann affine son propre projet et donc en vient à dire des énoncés, comme, «C'est un film sur la mort, c'est un film» et cetera, et donc il recentre et il recentrera en fait, il trouvera, le film aussi même au montage, donc ça se recentre, au fur et à mesure. Après pour ce qui est, de la forme, je pense que c'est aussi par la forme que, c'est un film, qui bouleverse. Là, on parle de vous parliez de l'expérience du premier visionnage.
la claque, quoi, où on est à la fois complètement bouleversé, ému, sidéré, on sait pas ce qu'on a vu, on sait pas ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a imaginé. Donc tout ça, c'est des dispositifs, filmiques de mise en scène, de recueillement de la parole des témoins, avec des paroles parfois, terribles. C'est le montage heu, de scènes sur les lieux de l'extermination montées avec les paroles de témoins. C'est, un certain nombre de choses. C'est la répétition de motifs, heu et donc tout ça, en fait un film. Et bon, bien sûr la longueur, c'est-à-dire que ce côté cyclique et répétitif, lancinant et insistant, pendant 1 heure, ça fait quelque chose. Pendant 2 heures, voilà, et en fait, il y a une sorte au bout de je sais pas quand, mais est-ce que c'est 4 heures? Est-ce que c'est voilà, où on passe dans une expérience, esthétique, en fait, différente, très, 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 très rare. Moi, je l'ai eu une fois, c'était, Winter Sleep. C'était une palme d'or, d'il y a, je sais plus, il y a, 10 ans. Ulrich Bisselant, ouais. Ouais, et le film dure 4 heures peut-être, et on a un peu ça. Aucun rapport en termes de thématique, hein, mais voilà, c'est une expérience cinématographique très, très spéciale. Ouais, peut-être je pourrais compléter effectivement ce qu'Emmanuel a dit. Et puis, je pense que c'est important effectivement de repartir de ces entretiens préparatoires qui sont actuellement présentés au mémorial de la Shoah, parce que c'est parfois cette grille d'interprétation qu'on pose en fait sur Shoah. Shoah serait une collecte de la parole des acteurs, des actrices de l'histoire, en fait avec une caméra qui serait là pour enregistrer, pour faire une trace de ce qui s'est passé. Or, en fait, ce niveau-là de collecte de la mémoire, c'est plus le moment de ces entretiens préparatoires où là, le Lanzmann est vraiment intervient peu dans ces questions, peu directif, laisse la parole assez libre des témoins, alors qu'en fait, quand il va tourner ces entretiens, filmer ces entretiens pour Shoah, en fait, il est toujours dans la recherche d'un dispositif filmique, c'est-à-dire d'une idée en cinéma, comme dirait Deleuze, pour essayer de trouver quelque chose qui va permettre de rejoindre le spectateur, la spectatrice, et y compris avec parfois les dispositifs de rejeu, donc avec Abraham Bomba dans le salon de coiffure, ou d'autres exemples, où en fait il y a un premier entretien qui est fait assis à une table, parfois au domicile, mais pas toujours au domicile de la personne. Et puis après, en fait, cette idée de dispositif qui vient par tâtonnement, par proposition. Hein. Un dispositif filmique, c'est toujours le résultat aussi d'une négociation entre les personnes qui sont impliquées, qui peuvent accepter ou pas de faire certaines choses, accepter puis s'interrompre ou refuser à un moment donné de continuer à participer. Et donc, c'est là où, avec ces dispositifs, on a effectivement une réponse sur Shoah par la forme. Donc ça veut dire que Shoah, c'est pas seulement la parole collectée, c'est déjà d'un point de vue cinématographique des dispositifs extrêmement intéressants qu'on peut aussi discuter hein, d'un point de vue éthique. On n'est pas obligé d'adhérer à la manière dont ils sont mis en scène. Martin Guth discute très bien de ça dans le livre. Il avait fait sa thèse sur ce sujet-là. Et après, donc, je ne veux pas être trop long, mais c'est vrai que Emmanuel l'a déjà dit, il y a cette seconde écriture hein, qui se fait par le montage. Et donc là, à nouveau, il faut éviter ou mettre à distance cette illusion que dans Shoah, on entendrait les acteurs, les actrices de l'histoire s'exprimer tels qu'ils se sont exprimés devant la caméra et que le montage sur une sorte de bout à bout des dispositifs filmiques très complexes avec un montage relativement simple, une forme d'assesse par le montage. En fait, non, Shoah, il y a un vrai montage qui a mis plus de
5 ans à être effectué, et donc avec aussi bien une recherche d'une structure globale pour dégager le sens et un axe et plusieurs axes, et aussi de manière très micro-analytique, pour faire un écho au titre de l'émission, chaque geste de montage du son est extrêmement fin, extrêmement réfléchi, et Lanzmann et son équipe au montage voulaient que certains mots soient prononcés à certains moments, ou que certains mots ne soient pas prononcés, donc ils étaient coupés, réagencés. Et donc Ziva Postek dit à ce titre-là, voilà, qu'ils ont fait de la dentelle au niveau du montage du son, et en même temps, voilà, je le dis et puis après j'arrête là, mais qui était aussi une pratique du montage en documentaire, hein, qui n'était pas quelque chose qui là était dans une forme d'exceptionnalité, mais simplement il ne faudrait pas penser que parce que c'est Shoah ou parce que le sujet est le génocide des Juifs, il y aurait eu moins de travail ou moins de montage. Au contraire, en fait, il y a une recherche aussi bien au moment des dispositifs filmiques que de la post-production, donc du montage de forme. Vous montrez aussi qu'au fil du temps, Shoah a été perçu comme un film contre les archives ou alors même contre la fiction. Et je me demande si cette simplification, finalement, a pu appauvrir la compréhension du film. Oui, 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 c'est ça, c'est qu'en fait, on fait le constat qu'il y a une forme de- d'éloignement et de rigidification en fait des récits autour de Shoah qui tendent à l'appauvrir, et y compris donc Lanzmann, Ziva Postek, n'hésitez pas à utiliser l'expression de fiction du réel pour Ah oui. présenter voilà ce qu'ils avaient fait. C'est une expression qui est utilisée en 85, 87. Alors voilà qui en fait tend chez eux à dire qu'il y a une sortie du registre du documentaire au sens classique. Alors c'est pas quelque chose que nous, en tant que personnes qui étudions le cinéma, c'est pas l'idée d'y adhérer forcément, parce qu'en fait le domaine du documentaire, on sait que ça inclut des gestes de création qui peuvent être très forts. Mais eux, ils avaient ressenti cette nécessité de créer ou de faire émerger cette expression pour décrire en fait les types de gestes qu'ils avaient effectués aussi bien au tournage qu'au montage. Et donc ça, voilà, c'était présent dans le discours, et progressivement, effectivement, ça va se perdre, et Shoah va devenir voilà le film contre la fiction, le film contre les archives, alors que en fait c'est plus complexe. Et donc en revenant aux archives et en revenant aux paroles des personnes qui ont participé au processus de réalisation du film, simplement ce qu'on essaye de faire, c'est de redonner à voir, à entendre, à comprendre cette complexité. Oui, et je pense qu'il y a eu donc cette perception simplifiée du film, centrée sur le film et le discours d'accompagnement de Lanzmann et les polémiques entre Lanzmann et d'autres intellectuels en France ou à l'étranger. Et ce qu'on a traduit aussi dans le livre, c'est 2 articles de donc Dominique Lacapra et Gary Weissman, qui sont centrés notamment sur les enjeux de représentation. L'interdit de représentation: «Ah mais en fait il y a de la représentation dans Shoah, de quel type?» Et donc il y a aussi de la fiction, et je pense que c'est des articles qu'il fallait vraiment publier en français pour que les gens en français puissent les lire, parce que c'est des analyses très fines, parfois assez sévères, même, voilà, très sévères, de Lanzmann, de ses gestes de réalisation, mais aussi parfois des analyses très fines sur, voilà, ce qui se produit à l'écran. Après, comme tu l'as dit Rémi, ce que nous on essaie d'apporter, c'est en insistant sur les rushs, en apportant, ces témoignages, pour la plupart inédits, c'est de compléter avec la jeunesse du film. C'est-à-dire de pas seulement parler du film et de sa réception, mais de rétropédaler et d'aller voir comment il s'est construit, et là, les enjeux de fiction, par exemple, bah,
en fait, la question: «Ah mais en fait, c'est contre la fiction», ça tombe complètement. C'est-à-dire qu'on voit, forcément des gestes de voilà, des dispositifs filmiques dont on parlait, des dispositifs de mise en scène, hem, comment ils se sont d'ailleurs parfois créés de manière, soit très réfléchie, soit très spontanée, mais on se rend bien compte que c'est pas un documentaire au sens de captation, de la parole des témoins, stricte, mais oui, il y a de la poésie, il y a de la fable, il y a de la fiction, et ça a été voulu comme ça et ça n'a peut-être pas été assez visible et assez vu comme ça, mais justement, il y a des travaux à faire pour le rendre, de nouveau visible. Bah alors, restons un peu sur les pages, enfin, sur le monde anglophone. Vous évoquiez la Capra et Wiseman. Euh, il y a des critiques. On voit apparaître des critiques sur la place des femmes dans le Shoah, sur la manière et sur la manière de questionner les témoins. Ça, je vous reprends là pour le coup, sur la position de Lanzmann, pardon, face à son sujet. C'est ce que vous étiez en train de dire, Emmanuel. Je suis critique de cinéma à la base. C'est pour ça que ce moment-là, moi, m'intéresse beaucoup. Et ma question va être très simple. Pourquoi ces questions-là ont été davantage travaillées en anglais qu'en français? Je pense que, ça c'est une question. Je pense qu'il y a au moins 2 éléments. Le premier élément, c'est, la position, de Lanzmann, dans le champ, intellectuel français et donc une position de présence très forte. Hem donc bon ça, tous ses proches le reconnaissent et l'admettent, voilà, il y avait une position de Lanzmann qui était de, hem, non seulement de protéger son film, mais de le défendre. Donc il y avait une défense, permanente, heu, une défense, quasi existentielle, de Lanzmann et donc forcément, c'était peut-être un peu plus difficile de travailler en français en France, en sachant que ces productions, que ce soit des productions journalistiques ou, scientifiques, allaient être, lues, relues par Lanzmann. Bon, il y a ça, et là, le deuxième élément, c'est, l'évolution des, sciences humaines et sociales, heu, en France et aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord en général, très différente depuis les années 80 avec le développement de ce qu'on a appelé les études critiques, hem et surtout dans les départements d'humanité ou de littérature, en fait, hem et donc sur le genre, sur, la race, sur, heu, même l'écologie, sur plein de choses, qui font que, littérature, film, parce que c'était aussi des départements d'études filmiques, donc film et enjeux critiques, sociopolitiques, ça s'est fait beaucoup plus naturellement. Et donc voilà, je pense ensuite il y a eu un certain retard en France. Je pense que ce retard-là, depuis les années 2000 est quand même en train d'être comblé et donc je pense que c'est, aussi un moment maintenant, aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, par exemple sur le genre et sur la place des femmes, y compris au cinéma et donc voilà, je pense que c'est au moins deux éléments de Ouais. réflexion. Oui, peut-être je rajouterais pour compléter, et puis plus en le posant comme des hypothèses que comme quelque chose qu'on tiendrait à affirmer là, mais c'est vrai qu'on remarque que dans les années 90, en fait, ces textes qu'on a, enfin, notamment le texte de la Capra et le premier texte critique du côté des États-Unis en termes d'études de genre, c'est dans les années 90. Donc, en fait, à ce moment-là, Shoah reste ou continue d'être un film important dans les universités américaines en intégrant une dimension critique par rapport au film. Donc, et il est important parce que justement, il est possible d'en discuter Hmm. le rapport au discours d'accompagnement de Lanzmann, le rapport au genre et donc au fait qu'il y a peu de témoins dans Shoah qui sont des femmes et quand elles sont représentées, elles ont un rôle peu actif
actifs, leur agency, leur capacité d'agir est relativement limitée ou limitée au fait de parler pour des hommes ou de parler plus de leurs émotions. Et ces textes-là, critiques importants, en fait, après, sont intégrés dans les synthèses et puis globalement dans les études, y compris dans les études qui sont très favorables à Shoah. Donc, des points de discussion et en même temps, globalement, une réception universitaire américaine qui reste très positive. Et en fait, on remarque qu'en France, c'est aussi dans ces années 90 qu'il va y avoir une série de polémiques. Donc la polémique au moment de la sortie de la liste de Schindler, c'est 94. Et puis bon, on va pas toutes les faire, mais il y a eu le moment de La vie est belle, il y a eu les échanges avec Godard, etc., etc. Dans lesquels Lanzmann n'est pas forcément toujours au centre, hein, mais dans lequel Shoah est pris comme le film référence. Et les positions de Lanzmann sont toujours rappelées, qu'elles soient valorisées ou discutées. Et donc, ça fait qu'en fait, en France, le film reste dans l'espace public un objet de discussion sensible et donc où toute forme de critique qui serait adressée au film en fait, serait considéré comme problématique parce que le film, en fait, n'est pas un objet de discussion universitaire dans lesquels on peut avoir des divergences de point de vue, mais reste en fait une référence mobilisée dans l'espace public, dans des combats, y compris, donc il y a des combats de représentation, mais il y a aussi des combats politiques, donc dans lesquels on ne veut pas affaiblir la référence à Shoah et la parole de Lanzmann. Donc voilà, c'est peut-être aussi des explications qui parlent les périodes et les environnements et la présence voilà, dans l'espace public de la référence à Shoah. Shoah, après Lanzmann, Archives, témoignages, réception au pluriel, c'est un ouvrage collectif édité chez Presse universitaire de Rennes et c'est sous la direction de Rémi Besson et Emmanuel Levine. Nous avons parlé de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Je tenais quand même à le préciser ça. C'est pour ça qu'on aurait pu parler aussi des rencontres que vous avez faites, les témoignages, c'est important. Et voilà. Tout se trouve dans le livre. Maintenant, c'est à vous de cliquer pour vous le procurer. En tout cas, merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Emmanuel de nous avoir consacré à peu près 3/4 d'heure pour nous parler de ce livre. Merci à vous. Merci. Beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.